Une nouvelle question d'Anthony. Bonsoir Monsieur Asselineau. Pourquoi ne pas parler d'une alternative à l'Union européenne une fois qu'elle aura été démantelée? Par exemple, une visée confédérale d'États souverains. Alors, je n'en parle pas parce que je suis contre. Parce que je suis contre à la fois pour des raisons de fond, que je vais expliquer dans quelques secondes, que d'ailleurs tout le monde connaît, et aussi pour des raisons de forme, des raisons pratiques. On va peut-être commencer par celle-là. Je répète, je ne sais pas dans quelle langue il faut le dire, je répète que les traités européens se modifient à l'unanimité. Article 48 du traité de l'Union européenne. Donc, pour avoir une autre Europe, une Europe confédérale, une Europe ci, une Europe ça, il faut avoir l'unanimité. Voilà. Il faut que Malte, que la Slovaquie, que l'Estonie, que le Luxembourg, les Pays-Bas, le Chypre, la Bulgarie, le Portugal soient d'accord, tous d'accord sur le même texte. Voilà. Donc, il se passera vraiment beaucoup d'eau sous les ponts pour avoir un autre traité. Alors je crois que ça, c'est vraiment très très important. Ça veut donc dire que les gens qui proposent une autre Europe, une Europe des peuples, une Europe des nations, une Europe confédérale, une Europe ci, une Europe ça, une Europe avec la Russie, une Europe sans le Royaume-Uni, mais avec je sais pas quoi, une Europe sociale, une Europe écolo, une Europe... Tout ça, c'est très gentil, mais c'est parler pour ne rien dire. Hein, il y a un joli proverbe chinois qui dit c'est dormir toute sa vie que de croire à ses rêves. Voilà. Ça fait plus de 60 ans qu'il y a des gens qui proposent une autre Europe. Charles de Gaulle s'y était essayé, d'ailleurs. Avec le traité de l'Élysée, il s'y est cassé les dents. Alors si De Gaulle, lui-même, en 1963, alors que ce n'était que l'Europe des six, alors que l'Allemagne était divisée en deux, alors que la France était le plus important pays de l'Europe des six en superficie, pour l'agriculture, en matière nucléaire, c'était le seul grand au Conseil de sécurité avec droit de veto, etc. Même si même De Gaulle, alors qu'il avait tous ses atouts en main en 1963, n'est pas parvenu à changer l'Europe, vous imaginez comment maintenant, où il y a 28 États, bientôt 27 quand le Royaume-Uni sera sorti, mais peut-être 28 et 29, si la Bosnie ou la Serbie ou l'Albanie ou je ne sais pas qui entre dans l'UE, vous imaginez bien qu'on ne pourra pas y arriver. Donc ça, c'est le premier point. Il y a un problème de fond, par ailleurs, sur lequel j'insiste. C'est la question que je voudrais renvoyer à cet internaute. Pourquoi faudrait-il faire l'Europe? Pourquoi? Pourquoi? Moi, je ne comprends pas pourquoi. Nous ne sommes plus dans les années 1910. Nous sommes dans les années 2018. Il y a des institutions internationales, des traités internationaux, on en a pléthore. Je parlais de la Convention pour l'interdiction des armes chimiques. Je devrais parler de l'Organisation des Nations Unies, de la Cour internationale de justice qui est chargée de régler les différends entre les États, lorsqu'il y a des conflits entre les États. Je devrais parler du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, de l'Organisation mondiale du commerce, de l'Organisation mondiale de la santé, d'Interpol, de Euratom, de l'Agence internationale pour l'énergie atomique, du Bureau international du travail, etc., etc., etc. Donc je devrais parler du Conseil de l'Europe, qui est une espèce d'ONU régionale à laquelle appartiennent tous les pays du continent européen, y compris Andorre, Monaco, l'Islande, la Norvège et l'Ukraine. Il y a le seul pays qui n'en fait, et la Russie, depuis les années 2000, le seul pays d'Europe qui ne fait pas partie du Conseil de l'Europe, c'est le Bélarus, ce qu'on appelle la Biélorussie. Donc, nous disons qu'il y a déjà pléthore d'institutions. Et la question qui se pose derrière ça, c'est pourquoi faudrait-il faire l'Europe? Et je me permets d'insister sur la profonde originalité de notre mouvement politique par rapport à tout ce que l'on trouve sur le reste de la scène politique française. Nous disons qu'au troisième millénaire, il n'y a pas... C'est absurde, c'est contre-productif, comment dirais-je, c'est nauséabond, l'idée selon laquelle il devrait y avoir des pays serviettes et des pays torchons. L'idée selon laquelle la France
devrait faire quelque chose de plus, se refermer avec un certain groupe d'États, plutôt qu'avec les restes des pays du monde. L'idée de la construction européenne, Dieu sait si je l'ai dit, et d'ailleurs je note que personne jamais ne répond à cette question fondamentale, l'idée de le principe même de la construction européenne repose sur l'idée que la France aurait quelque chose de spécial qui la relierait plus à l'Estonie, à la Lettonie, à la Slovaquie, à Chypre, plutôt qu'à l'Algérie, au Canada, à la Suisse, au Japon, au Liban, au Vietnam. Et bon, et pourquoi? Pourquoi? Si vous creusez le sujet, vous arriverez à la conclusion irréfutable, inéluctable, irrésistible que la construction européenne est en fait un apartheid planétaire qui ne dit pas son nom. L'idée, c'est qu'on devrait regrouper les pays en fonction de la couleur de la peau et de la religion. C'est d'ailleurs le fondement même de la théorie du choc des civilisations poussée par les Américains dans le cadre de la théorie de Samuel Huntington, qui est une théorie d'ailleurs hautement nocive, qui pousse justement à une montée constante des tensions entre l'OTAN d'un côté, le monde arabo-musulman de l'autre, la Russie enfin. Voilà. Je dis, moi, qu'il faut en revenir à la position traditionnelle de la France. Je renvoie ici tous les auditeurs à ma conférence sur l'histoire de France. À la position traditionnelle de la France depuis des centaines d'années, je pense, bien entendu, à l'accord qui a eu lieu en 1526, je crois, entre François Ier et Soliman le Magnifique. Eh bien, il faut qu'il y ait... La France est une puissance universelle. La France a vocation à avoir des relations avec le monde entier. Et nous avons en effet des relations avec le monde entier. Nous avons des relations avec la Tunisie, l'Algérie, le Sénégal, le Maroc, le Gabon, le Mali, la Côte d'Ivoire, Madagascar, le Liban, normalement la Syrie, le Canada, Haïti, le Vietnam, le Cambodge, le Laos, tous les pays en gros de la francophonie, j'en ai oublié, je l'ai pris de m'en excuser. Nous avons avec ces pays des liens très supérieurs aux liens que nous pouvons avoir avec l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie, la Slovaquie, la Bulgarie, Chypre. Et de toute façon, au troisième millénaire, si l'on veut assurer la paix du monde, nous devons entretenir de bonnes relations avec le monde entier. Ce qui ne veut pas dire, bien entendu, et surtout pas, ne pas défendre ses intérêts nationaux. Mais ça veut dire être en bon terme avec tout le monde. Être en bon terme avec tout le monde, ça veut dire aussi être en bon terme avec les Allemands, ou avec les Néerlandais, ou avec les Britanniques. Et j'ai déjà dit pendant l'élection présidentielle que nous avons des centaines de traités internationaux bilatéraux qui nous lient, par exemple, je crois qu'il y en a 343 avec l'Allemagne. Hein. Voilà. Donc le principe fondamental, c'est que il n'y a pas de raison particulière de faire l'Europe. Je terminerai par un dernier point au sujet de ce terme de confédération européenne. Ça me rappelle, petite anecdote politique, c'est un petit secret. Lorsque j'étais au Conseil général des Hauts-de-Seine, nous étions en 2001. J'étais auprès de Charles Pasqua, qui était le président du Conseil général des Hauts-de-Seine, qui avait annoncé qu'il comptait être candidat à l'élection présidentielle de 2002. Monsieur Pasqua, j'étais son directeur de cabinet, m'avait demandé de préparer son programme présidentiel pour 2002. Et donc, à l'époque, moi j'ai quand même de la suite dans les idées, je lui avais déjà proposé de sortir de l'Union européenne. Et il m'avait convoqué dans son bureau, il m'avait dit « Ah François, je vous aime bien, mais vous comprenez, on ne peut pas faire sortir la France de l'Union européenne, ça n'est pas possible, c'est de... » J'avais dit « Ah bon, et pourquoi ?» Il m'a dit « Écoutez, les choses sont allées trop loin de... » Il m'avait dit « Ce qu'il faudrait faire, c'est une confédération européenne. Et que tous les pays de l'Union européenne aient un référendum le même jour pour décider si oui ou non ils veulent de cette confédération européenne. » Alors j'avais dit, écoutez, c'est très gentil, Président, mais déjà il y a un problème de fond, c'est que déjà un référendum c'est pas possible, il y a des pays qui ne l'autorisent pas. Par exemple, la Constitution allemande n'autorise pas les référendums. On fait comment? Alors, M. Pasqua
était un peu gêné, il avait signé des papiers sur un paraffeur, il n'avait pas répondu. Et puis, j'étais allé ensuite plus loin en lui demandant, mais Monsieur le Président, c'est quoi exactement une confédération européenne? Et là, M. Pasqua avait été un peu... en fait, il ne savait pas quoi me répondre. C'était quand même assez extraordinaire de la part de quelqu'un qui prétendait à se présenter à l'élection présidentielle, ce que d'ailleurs il n'a pas fait, que de lancer comme ça, à l'encan, comme ça, de lancer une idée dont il ne pouvait pas me décrire précisément ce dont il s'agissait. Et donc je lui disais, c'est quoi une confédération européenne? Je me rappelle, il m'avait dit, écoutez, vous commencez à m'emmerder. Je lui avais dit, je vous emmerde peut-être, mais j'aimerais savoir ce que c'est qu'une confédération européenne. Ou plus exactement, en vertu de quoi il serait préférable pour la France de devenir le canton de Berne ou le canton de Zurich, puisque ça fait partie d'une confédération, la confédération helvétique, plutôt que la France devienne comparable aux Landes de Bavière ou aux Landes de Bade-Württemberg au sein de la République fédérale allemande. Ça, c'est une fédération. Et M. Pasqua avait dit, effectivement, je ne sais pas. Et donc j'avais tourné ça un peu en forme de boutade, je me rappelle, parce que c'était un homme qui aimait bien rigoler. Et je lui ai dit, la vérité, Président, c'est qu'une confédération, en réalité, c'est une fédération à la con. C'est-à-dire, au-delà de la boutade, en fait, les constitutionnalistes s'arrachent les cheveux parce qu'on ne sait pas faire la différence, en fait, entre une fédération et une confédération. Il y a une théorie qui voudrait que, dans une confédération, les États confédérés aient gardé beaucoup plus de pouvoir que dans une fédération. Mais en fait, ça ne tient pas vraiment la route. Par exemple, les États-Unis d'Amérique, on parle de temps en temps de confédération américaine ou de fédération américaine. Pareil pour d'autres pays du monde, je crois que c'est le Brésil. En réalité, la question, elle n'est pas là. C'est pas de savoir si c'est une Europe confédérale, une Europe fédérale. La réalité, c'est un proverbe turc que je cite souvent, hein, c'est qui dit « on n'est pas un peu enceinte ». Voilà. Eh ben, de la même façon qu'une femme n'est pas un peu enceinte, elle est enceinte ou elle n'est pas enceinte, de la même façon, un pays n'est pas un peu indépendant et souverain. Soit il est indépendant et souverain, soit il ne l'est pas. Et s'il est indépendant et souverain, il doit être indépendant et souverain. Et donc, bien sûr, il doit signer des traités, il peut appartenir à des organisations internationales, au premier rang desquelles l'Organisation des Nations Unies. Mais ça, ce sont des organisations qui ne torpillent pas la souveraineté nationale. Un traité, un pays a tout à fait le droit de ne pas signer ni de ratifier un traité. En revanche, les organisations étatiques que l'on appelle des fédérations, des confédérations ou quoi que ce soit, vous avez le principe d'une espèce d'organisme centralisateur qui pique aux États des pans entiers de leur souveraineté nationale. Voilà la raison pour laquelle, là aussi j'étais un petit peu long, mais ce sont des sujets vraiment de fond, la raison pour laquelle je ne propose pas une autre Europe ou une Europe confédérale.